Salut, c'est Nina et aujourd'hui je te parle de l'AVAC, l'accouchement vaginal après césarienne. Si tu arrives sur cette vidéo, c'est peut-être que tu es concerné par l'accouchement vaginal après césarienne, soit parce que tu as subi une césarienne pour une naissance précédente, soit parce que peut-être tu dois donner naissance à ton bébé par césarienne et tu as envie de savoir de quoi sera fait demain après cette césarienne. Alors je ne suis pas là aujourd'hui pour débattre des indications à la césarienne et je ne connais pas ton histoire. Je tiens à rappeler que la césarienne est une merveille, bien sûr, qui permet de sauver dans des très bonnes conditions des femmes et des bébés face à certaines pathologies. Néanmoins, la césarienne représente aujourd'hui 20% des naissances en France. Alors ça reste vachement raisonnable comme taux par rapport à certaines grandes villes du monde, au Brésil notamment, aux Philippines, où on est à plus de 80% de césariennes programmées, c'est-à-dire que les anesthésistes ne sont pas forcément formés à la péridurale et les femmes ne souhaitent pas accoucher sans péridurale, ont envie aussi de s'organiser. Enfin, c'est devenu une espèce de mode, de facilité pour tout le monde. On est enceinte, on prend rendez-vous pour une césarienne programmée. Alors, ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Il est évident que la césarienne est une merveille. Moi, je ne suis pas vraiment une adepte de la césarienne de convenance. Bon, quelle que soit ton histoire, que ce soit une césarienne passée ou une césarienne à venir, on parle aujourd'hui de l'accouchement vaginal après césarienne, c'est ça le sujet. Et je me dois de te faire un petit point sur tout ça. Mon objectif, mon travail, moi, c'est de te permettre de garder confiance en toi. La bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible et même recommandé de donner naissance par voie basse, même avec un utérus cicatriciel. Donc la situation est telle aujourd'hui, la technique de césarienne est telle qu'on peut en toute sécurité donner naissance par voie basse avec un utérus cicatriciel. Le problème, c'est que comme pendant très très longtemps, la césarienne était faite avec une autre technique, donc la césarienne corporeale qui était verticale et qui créait des dommages beaucoup plus importants sur l'utérus et à la suite d'une césarienne de ce type-là, le risque de rupture utérine était très important. Et donc, il n'était pas question d'accoucher par voie basse après une césarienne. Donc, un médecin en 1926 a sorti cette petite phrase qui a beaucoup de succès encore aujourd'hui: césarienne un jour, césarienne toujours. Mais les choses ont changé depuis cette époque et la césarienne aujourd'hui, depuis les années 50, se fait horizontalement. Donc on l'appelle césarienne segmentaire basse, donc dans le segment inférieur de l'utérus, avec des conséquences moindres sur la solidité de l'utérus et donc des risques presque anecdotiques de rupture utérine. On va discuter de tout ça un peu en détail. Enfin, je vais t'expliquer. On doit pouvoir revendiquer son droit à mettre au monde son bébé par voie basse, même avec un utérus cicatriciel. Mais le discours n'a pas évolué aussi vite que la technologie, les croyances non plus, et dans le monde médical, il est encore trop courant de suggérer, d'imposer, de laisser penser que césarienne un jour, césarienne toujours, même à notre époque. Et donc la bonne nouvelle, c'est que c'est à toi de décider de la manière dont tu vas mettre au monde ton futur bébé. Et même avec un utérus cicatriciel, tu peux imposer ton choix d'un accouchement par voie basse. On va détailler un peu tout ça. Je veux d'abord te rappeler, si on ne se connaît pas, qui je suis. Donc je suis Nina, je suis maman de 3 garçons qui sont nés à la maison. Et dès ma première grossesse en 2010, j'ai senti au fond de moi que toute cette prise en charge médicalisée, cette infantilisation, cette industrialisation était un peu exagérée et je me suis dit j'ai tout ce qu'il faut moi pour mettre mon bébé au monde et si moi je ne sais pas comment faire, lui va trouver le chemin. Ça m'est pas apparu soudain évident quand j'ai été enceinte et donc c'est ce qui s'est passé, hein. Je suis restée chez moi et mon bébé est né. Et j'ai remis ça pour les 2 autres. Et dès cette première grossesse, j'ai eu envie de faire un film sur ce sujet et de partager cet enthousiasme pour la physiologie, sachant que l'audiovisuel, c'est mon métier, hein. J'ai été ingénieure du son pendant longtemps en télé, puis réalisatrice de documentaires. J'ai réalisé d'autres films avant Faut pas pousser.
donc, mon documentaire consacré à la naissance. Et aujourd'hui, depuis la sortie de Faut pas pousser, et même bien quelques années avant, je suis toujours réalisatrice de films, c'est ce qui me fait vibrer, mais avant tout devenue spécialiste de la physiologie de la naissance. Donc on dit birth keeper ou moon mother, je ne sais pas exactement, mais je suis tombée dedans dès ma première grossesse et depuis, donc ça fait plus de 10 ans, bien plus de 10 ans, presque 14 maintenant, que je m'intéresse à la physiologie et donc que j'explore, que je lis beaucoup, que j'apprends, que je me forme, que je suis des formations professionnelles, que j'échange, que j'interviewe, que je collecte des témoignages, etc. Et donc je suis bon an mal an avec le temps devenue spécialiste de la physiologie de la naissance. Donc je ne suis pas médecin, je ne suis pas sage-femme, même si on le croit souvent, mais j'ai par contre régulièrement des sages-femmes qui me témoignent beaucoup d'attachement et de reconnaissance pour leur avoir fait, c'est ce qu'elles me disent, découvrir ce qu'était leur métier, puisque malheureusement, les professionnels de santé sont très performants pour tout ce qui touche à la pathologie, mais n'ont pas de connaissance de la physiologie. Donc moi, mon travail, c'est de transmettre des faits, des chiffres, les fruits d'études, d'expériences, de témoignages sur la physiologie de la naissance. Et donc la césarienne est une chose, accoucher par voie basse après une césarienne nous ramène sur le chemin de la physiologie. Et là encore, il est important de respecter les besoins de base de la femme en travail pour pouvoir vivre un accouchement voie basse, enfin vaginal, voie basse, donc après césarienne. Voilà, le meilleur moyen, c'est de respecter la physiologie. Donc, ça n'est pas un fantasme. Hein, si tu as envie de faire un AVAC, ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité, c'est même chaudement recommandé. Donc, voilà ce qui est sur les... jette un coup d'œil sur mes notes. Voilà ce qui est important à comprendre par rapport à l'AVAC et globalement à la prise en charge de la naissance en France et à la médicalisation, que moi je qualifie souvent d'industrialisation. Donc c'est que les médecins, les gynéco-obstétriciens, les sages-femmes également, malheureusement, sont très pointus en pathologie, mais n'ont pas la connaissance de la physiologie. Ça paraît foufou, mais c'est un fait. Si tu veux comprendre l'histoire de la naissance, je t'invite chaleureusement à visionner Faut pas pousser, si tu ne l'as pas vu. C'est un peu la base de la base pour prendre confiance en toi et comprendre la physiologie, l'histoire de la naissance, les protocoles hospitaliers, etc. Donc il n'y a pas de formation sur la physiologie pour les sages-femmes à l'école. Hein. C'est pourtant des études longues, hein. C'était 5 ans, ça passe à 6. Mais le temps durant cette formation consacrée à la physio est vraiment infime. Donc on part du principe que la grossesse et l'accouchement sont des maladies en gros. Donc c'est traité, on fait du préventif, c'est-à-dire qu'on propose une chimiothérapie en préventif à quelqu'un qui n'a pas de cancer, quoi. Voilà, c'est ma petite blagounette, mais enfin on est quand même un peu là-dessus, puisqu'on est toujours en train d'imaginer le pire et de prévenir des risques qui sont en fait infimes. Les probabilités que le danger survienne réellement, c'est infime. Et donc pour ce qui concerne l'accouchement vaginal après césarienne, ce qu'on redoute, hein, ce qu'on fait miroiter beaucoup aux mamans, c'est le risque de rupture utérine. Donc la rupture utérine, hein, c'est les tissus, les muscles de l'utérus qui craquent parce que l'utérus a été malmené pendant la césarienne, et voilà. Alors, un des soucis principaux dans les statistiques et les pronostics médicaux, quelle que soit la situation, que ce soit un souhait d'AVAC ou un soi-disant gros bébé ou pas assez de liquide ou enfin que sais-je, c'est le fameux biais de Panel. C'est quoi le biais de Panel? En fait, toutes les études, les chiffres, les observations se basent sur des panels, c'est-à-dire des groupes d'individus qu'on étudie dans le cadre d'études scientifiques, des groupes d'individus qui sont, en l'occurrence donc des femmes, dont l'accouchement est médicalisé. Donc on base toutes les observations, les chiffres, les stats sur l'analyse des calculs faits sur des panels de femmes dont l'accouchement est médicalisé. Parce que la grande majorité des femmes en France souhaitent accoucher avec une péridurale, ce qui s'entend, hein, on n'est pas là pour questionner les bien fondés de la péridurale. La péridurale est une merveille. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'imagine pas une seconde pouvoir faire sans, et donc c'est un choix par défaut qui est rarement réfléchi. Mais c'est ainsi, et donc 80% des accouchements se font sous péridurale, et dans la plupart des cas, ces accouchements sous péridurale donc, se font en position gynéco, donc le décubitus dorsal, hein, donc maman allongée sur le dos,
les pieds dans les étriers, enfin, c'est souvent ça. Et donc, on demande au bébé de descendre horizontalement, hein, la fameuse descente horizontale, c'est un vrai concept obstétrical. Et puis, donc le bébé peine à faire son chemin. La maman peine à l'accompagner puisqu'elle elle a beaucoup moins de sensations, évidemment, et elle est contrainte à l'immobilité. Et donc, on se retrouve avec des accouchements qui sont longs et compliqués et qui, alors quand ils sont longs et compliqués, ils sont fatigants pour la maman, ils sont surtout très fatigants pour le bébé. Ils sont donc accélérés artificiellement avec des hormones de synthèse, donc le syntocinon, le fameux, qui sert à la fois à déclencher les accouchements et à accélérer le travail quand celui-ci n'est pas à un rythme acceptable pour l'équipe. Et donc, on rentre dans une espèce de cascade d'intervention, c'est-à-dire que maman ne bouge pas, elle est donc immobile, elle est allongée, ça ne facilite pas la descente, l'immobilité ne facilite pas non plus l'engagement, le bébé ne progresse pas, on estime que la dilatation ne se fait pas, et donc on met du syntho, et le syntho provoque des contractions très rapprochées, très intenses, difficiles à encaisser pour le bébé, qui montrent des signes de fatigue, et tout ça se termine éventuellement en césarienne. Voilà, alors peut-être que cette histoire te rappelle quelque chose, parce que c'est quand même une histoire tristement banale. Et donc, toutes les études, tous les chiffres sur toutes les complications possibles se basent sur un panel de femmes médicalisées. Voilà, donc un accouchement qui se passe vite et bien, sans instrument, sans intervention, sans rien du tout, alors que la maman est sous péridurale en décubitus dorsal, ce n'est pas la majorité. Donc, on part du principe que ça ne va pas forcément bien se passer. On oublie, c'est bien dommage, d'observer des panels de femmes qui vivent un accouchement physiologique. Alors, qu'est-ce qu'un accouchement physiologique? C'est un accouchement dans lequel on respecte parfaitement les besoins de base de la femme en travail. Donc, ça veut dire que la femme se sente en confiance. Il ne faut absolument pas avoir peur pour pouvoir sécréter les hormones de l'accouchement, qui sont les hormones de l'amour, donc notamment l'ocytocine naturelle. Et puis, il ne faut pas qu'elle se sente observée, donc elle se sent dans l'intimité. Donc il ne faut pas de lumière, il ne faut pas de personnes qu'on ne connaît pas dans l'environnement, il ne faut pas qu'elle ait peur, il ne faut pas qu'elle ait froid, il faut qu'elle soit libre de ses mouvements, c'est essentiel. Et puis accessoirement, qu'elle ne soit pas en train de crever de soif ni de faim. Donc je résume en disant que pour bien accoucher, il faut être dans les mêmes conditions que pour bien jouir. Et j'ajoute en général, ce que ça m'amuse beaucoup, en salle de naissance, on est assez loin de l'orgasme. Voilà. Donc pour pouvoir tirer des conclusions sur les risques, il faudrait observer des femmes non médicalisées, puisque je suppose que si tu es sur cette page, si tu es arrivé chez moi, c'est que tu t'intéresses à la naissance physiologique. Et ça, c'est un argument déterminant pour aller au bout de ton projet d'accouchement vaginal après césarienne. J'en viens à nos moutons. Parce que le meilleur moyen de vivre un AVAC qui se passe super bien, c'est de ne pas être médicalisé. Or, le personnel soignant et les spécialistes de la naissance prennent le problème à l'envers, puisqu'ils vont, par exemple, te répondre lorsque tu leur diras que tu souhaites faire un AVAC. Oui, d'accord, madame, mais péridurale obligatoire. Alors, là encore, bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien d'obligatoire, c'est à toi de décider. Et autre bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a absolument aucune indication à la péridurale. La seule indication à la péridurale, c'est qu'elle permet à la femme de ne pas ressentir la douleur des contractions. Et donc, avoir envie de ne pas ressentir la douleur, c'est une excellente raison de choisir la péridurale, et ça se conçoit parfaitement. Mais si toi, ton souhait, c'est de te jeter dans la danse de la naissance et de vivre une naissance la plus naturelle possible, et donc de te passer de la péridurale, eh bien, la probabilité que ton AVAC se passe super bien est immense. Et la probabilité de faire une rupture utérine est infime. De toute façon, elle est infime. Mais encore plus infime lorsque la maman est mobile et dans sa bulle, sécréter ses propres hormones, avec, dans ce cas-là, évidemment, un travail qui se fait à un rythme physiologique. C'est-à-dire que c'est toi, ton mouvement, tes hormones, l'amour qui va rythmer et produire les contractions. Et donc, on est dans la physiologie, ton utérus est fait pour encaisser ces contractions qui sont naturelles. Ton bébé aussi est fait pour encaisser, bien sûr, les contractions naturelles générées par ton ocytocine naturelle. Et donc, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Donc, c'est un risque sur 1000 de faire une rupture utérine avec un utérus cicatriciel dans le cadre d'un accouchement vaginal après césarienne physiologique, donc sans produit. Donc, c'est vraiment peanuts.
Et alors, ce qui est rigolo, c'est que le personnel vont te dire, oui, mais si les choses se compliquent, si il faut faire une autre césarienne par exemple, si vous n'avez pas de péridurale, il faudra faire une anesthésie générale. Ça, c'est l'argument choc. Sauf que c'est vraiment contre-productif parce que prendre la péridurale, c'est le meilleur moyen de terminer au bloc. Dans les accouchements physiologiques, comme moi j'en observe énormément, et puis je travaille avec des sages-femmes qui font des accompagnements à domicile. J'accompagne les femmes, je fais des séances en visio pour préparer, échapper au déclenchement, préparer un AVAC ou préparer quelque chose le plus physiologique possible. Et donc j'ai les récits tous les jours de naissance. Et globalement, quand on respecte la physiologie, c'est rare qu'il y ait des complications. Ça arrive, et dans ce cas-là, bien sûr, on est bien heureuse de pouvoir bénéficier des progrès de la médicalisation, de l'analgésie, de l'asepsie, etc. Génial. Mais les situations qui partent en cacahuète dans la seconde, comme ça, de manière imprévisible, alors que la femme est en train d'accoucher physiologiquement, par elle-même, en étant zen, sans se sentir observée, sans produit, etc., ça n'arrive pas, contrairement à ce qu'on veut faire croire aux femmes. Ça n'arrive pas. Il y a des signes avant-coureurs, ou bien c'est que la maman se fatigue. Finalement, elle commence à n'en plus pouvoir des contractions. Et elle fait le choix d'avoir une péridurale, et ça s'entend. Et prendre la péridurale en cours de travail, quand déjà bébé a fait son chemin, quand déjà maman a dilaté, quand son utérus a travaillé, etc., eh ben, c'est pas du tout un problème, bien sûr. C'est très bien. Prendre la péri, si on est fatigué et qu'on se bloque, c'est pas la solution. Donc de prendre la péridurale quand on a déjà bien avancé dans le travail, bon, ça permet à maman de se reposer un peu, et souvent ça décoince la situation, et puis ça se termine vite et bien, mais avec une péri. Voilà. Et puis parfois la péri bloque tout, hein, mais ça c'est surtout quand on la prend trop tôt, que ça bloque tout, et que là le chemin est un peu différent et qu'on sort de la physiologie complètement. Voilà. Donc pour revenir à nos histoires d'accouchement vaginal après césarienne, non seulement la péridurale ne va pas du tout faciliter l'avancée du travail et donc augmenter le risque qu'on utilise des hormones de synthèse, ce qui n'est pas très recommandé avec un utérus cicatriciel. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais les prostaglandines de synthèse sont absolument proscrits dans le cas d'un utérus cicatriciel, donc on ne déclenche pas un utérus cicatriciel avec des prostaglandines. L'ocytocine de synthèse est, semble-t-il, un peu moins délétère, et donc en admettant qu'on te mette sous péri, que ça n'avance pas du tout, on peut imaginer d'accélérer un peu avec du syntho. Et là, on rentre dans un truc qui est compliqué parce que ça va donner des contractions qui ne sont pas physiologiques. Donc ça va faire morfler un peu plus ton utérus. Et, attention, le deuxième effet qui se coule, c'est que dans le cas d'un début de rupture utérine, c'est-à-dire qu'en fait ça explose pas d'un coup comme ça, hein, c'est des petites ouvertures, des petits craquements. Si la maman n'a pas de péridurale, encore une fois, c'est vraiment exceptionnel, hein, donc c'est pas la peine de se laisser angoisser par ça. Tu as plus de chances de glisser dans ta baignoire et de te blesser très 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 gravement que de faire une rupture utérine avec un utérus cicatrice et un accouchement physio. Donc on se détend avec ça. Mais si, dans le cas où ça se produit, si la maman n'a pas de péridurale, elle sent que la douleur n'est plus physiologique, elle sent la différence entre la douleur générée par des contractions physiologiques et la douleur de désinence, des débuts de déchirure de l'utérus. Elle sent, ça fait comme des décharges électriques ou des coups de poignard, voilà en gros les termes qui sont employés. Et donc elle peut dire, ah non mais là ça va pas du tout, c'est en train de craquer. Bon, ça n'arrive pour ainsi dire jamais, mais bon. Par contre, si la maman est sous péridurale, ah bah là, l'utérus, il peut craquer carrément, elle va se rendre compte de rien et on va se retrouver dans une situation beaucoup plus compliquée. Donc non seulement en médicalisant, on augmente le risque que l'utérus encaisse mal des contractions dans le cadre d'un accouchement pas physio, mais en plus, il est peu probable que la maman s'en rende compte avant que ce soit pas terrible du tout, quoi. Voilà. Donc, pour conclure, tu peux absolument vivre un accouchement voix basse après césarienne. C'est à toi de décider. Il n'y a aucune raison de t'obliger à prendre la péridurale. Il n'y a pas d'indication à la péridurale, à part le souhait de la dame de ne pas ressentir la douleur des contractions. C'est tout. Hein, cette histoire de on sera obligé de faire une anesthésie générale, c'est du pipeau. On peut poser une péridurale jusqu'à une dilatation très avancée. On peut poser une rachi-anesthésie en quelques minutes jusqu'à dilatation complète. Et le risque de devoir faire une césarienne en urgence dans le cadre d'un accouchement physio est vraiment infime. Donc je ne sais pas si tu vois la logique, mais c'est absurde d'imposer une péri pour éviter une césarienne soulagée. C'est débile. Voilà, bon c'est tout, il n'y a pas d'autre mot. Donc tu as tout à fait la possibilité et le droit de refuser tout ça.
Ce qui est important, ça va être que tu aies confiance en toi. Évidemment que de refuser quand on n'est pas sûr de soi, c'est pas confortable du tout. Donc le but, c'est pas de te mettre de te braquer avec l'équipe et en plus, toi, de douter de ta capacité et de te trouver dans la peur. Parce que la peur n'est pas du tout productive. Pour bien accoucher, il faut être méga zen, il faut être en confiance, il ne faut pas se sentir observé, on l'a dit. Donc, si tu as peur, ça ne va pas. Donc, moi, mon travail, c'est de t'apporter des informations béton. Alors là, je me permets de rappeler que aucun professionnel de santé n'a jamais trouvé quoi que ce soit à redire sur les contenus que je fournis, que ce soit sur les réseaux, sur ma plateforme d'information et de préparation Kaizen Nina, dans mon documentaire Faut pas pousser. Voilà, je suis un caillou dans la chaussure de quelques-uns, mais jamais personne n'a trouvé quoi que ce soit à redire sur ce que je raconte. Et j'ai même souvent des sages-femmes et des puéricultrices et des gynéco-obstétriciennes qui me remercient de leur avoir ouvert les yeux sur un autre monde de la naissance, plus de l'industrie, mais de l'amour. Donc, on peut y aller relax, tu peux avoir confiance en ce que je produis comme contenu. Je fais très très attention parce que si je disais des bêtises, on viendrait me chercher avec la police là. Donc je fais très gaffe à ça et je travaille avec des professionnels. J'étudie beaucoup, je me forme. On m'ouvre les portes de formation réservées aux pros parce qu'on me connaît un peu. Et donc, j'ai la prétention de croire que ce que je te propose sur Kaizen Nina et dans mon documentaire Faut pas pousser, c'est fiable à 100%, tu peux y aller. Voilà. Et mon travail, donc, depuis toutes ces années, c'est de te permettre d'avoir confiance en toi et en ton bébé. Et dans le cas d'un souhait d'AVAC, c'est très important parce qu'il va falloir tenir tête. Alors, tu peux aussi tomber sur une équipe qui va être très soutenante et te dire « mais oui, bien sûr, on encourage l'AVAC, il n'y a pas de problème », et qui va t'accompagner et ne pas t'imposer une péridurale, etc. Ça arrive. Mais l'expérience et tous les témoignages que je recueille m'ont montré que c'est quand même pas la majorité des équipes ou des pros ou des maternités qui soutiennent tout ça. Donc c'est important d'être armé, je ne sais pas si c'est le mot, parce qu'on y va plutôt dans l'amour et non pas sur le sentier de la guerre, mais il faut être vraiment sûr de soi pour pouvoir dire non, ça je veux pas, c'est non, c'est moi qui décide. Là c'est la loi Kouchner hein, de 2002. Chaque acte médical doit être précédé d'une information claire et la personne doit pouvoir faire des choix éclairés. Voilà. Donc chaque acte doit être précédé d'un consentement libre et éclairé. C'est la loi, donc c'est important de la connaître et, si nécessaire, de la rappeler en douceur mais fermement pour ne pas se laisser embobiner. Parce qu'ils peuvent employer des moyens assez costauds hein, pour te faire rentrer dans le rang. J'ai des exemples de menaces, de morts, d'hémorragies terribles, de bébés qui... Enfin bon, bref, infernal. Donc pour affronter tout ça, rester relax et faire son chemin et aller au bout de son souhait d'accouchement physiologique à la maternité, parce que c'est ça aussi mon job, c'est de te permettre de vivre un accouchement physiologique à la maternité, même si moi j'ai fait le choix de mettre nos trois garçons au monde à la maison. C'est pas le choix de tout le monde et ça s'entend. Donc comment on fait pour échapper au protocole légèrement invasif et tout en accouchant à la maternité si c'est ce qu'on a envie de faire, ou simplement parce qu'on n'a pas trouvé de sage-femme pour accompagner un accouchement à domicile. Donc comment on fait quoi, voilà. Donc tu peux vivre un AVAC sans péri, tranquille, à la mater, mais il faut être préparé. Et donc moi ce que je te propose, c'est un programme qui s'appelle le Kit AVAC, qui comporte 2 heures et presque 3 heures de vidéos. Donc c'est des vidéos assez courtes, plus courtes que celle-ci. Et il y en a une vingtaine où je t'explique tout ce que tu dois savoir et comprendre, tant sur la césarienne elle-même que sur l'accouchement vaginal après césarienne. Une petite anecdote sur l'AVAC, en fait, c'est né à la maison. Parce que dans les années donc, 50, on a développé, enfin, j'y suis pour rien, moi, j'étais pas née, la technique de la césarienne segmentaire basse, donc en bas du ventre, a pris la place de la césarienne corporéale, et donc avec tous les avantages qu'elle représente, c'est-à-dire beaucoup plus fin au niveau de la cicatrice, et puis surtout beaucoup moins délétère pour l'utérus. Et donc, à partir de ce moment-là, il a été théoriquement entendu qu'on pouvait se permettre un accouchement voix basse après césarienne. Mais les habitudes ont la vie dure dans le monde médical, chez tout le monde sans doute, mais dans le monde de l'obstétrique. Et donc, malgré cette nouvelle technique, malgré les possibilités qu'elle offrait, on a continué tranquillement à
à partir du principe que césarienne un jour, césarienne toujours. Alors c'était vraiment perte totale pour les femmes parce que comme la technique de la césarienne était au top, on en faisait de plus en plus. Donc dans les années 50, 60, 70, 80, ça devenait vraiment la solution de faciliter la césarienne. C'est un fait, hein, c'est bien, c'est pratique, mais on en fait beaucoup trop, ça c'est sûr. Et en même temps, on disait aux femmes césarienne un jour, césarienne toujours. Donc elles avaient eu une première et c'était parti pour la suite. Mais il y en avait de plus en plus, donc ça devenait un cercle vicieux infernal. Et donc, comme on ne leur autorisait pas à faire des AVAC, eh ben, elles se le sont autorisées elles-mêmes en restant chez elles, avec des sages-femmes expérimentées et un peu sorties du circuit classique qui ont accepté de les accompagner. Et donc, dans les années fin 70-80, aux États-Unis, se sont multipliés les accouchements vaginaux après césarienne à domicile. Alors, ce qui n'est pas autorisé en France théoriquement, hein, ça fait partie des contre-indications à l'accouchement à domicile, ce qui est un peu aberrant, mais bon, on en est là pour l'instant. Et les médecins ont bien été obligés de constater que, ah bah tiens, dis donc, en fait, ça fonctionne bien. Alors, petit à petit, ils ont dit, ok, on va accepter les AVAC, et donc c'est devenu un peu plus fastoche. Donc c'est l'accouchement à domicile qui a ouvert la voie. Alors depuis, l'accouchement à domicile est un peu, ça stagne. Bon, ça dépend des zones, ça dépend des périodes. Ça n'a globalement pas bonne presse en France en tous les cas. Hein, c'est pas simple, mais ça existe et c'est légal. Donc il n'y a plus possibilité de faire des AVAC à domicile théoriquement en France aujourd'hui, mais c'est quand même à domicile que ça a commencé. Voilà, je rejette un œil sur mes petites notes. Donc voilà. Donc, ce que je te propose avec ce kit AVAC, c'est de t'approprier toutes les connaissances qui te permettront, ça c'est ma petite cascade à moi, c'est connaissance égale confiance qui donne la puissance, qui permet la naissance, et bien souvent la renaissance dans le cadre d'un AVAC, parce qu'une femme qui a subi ou vécu une césarienne pour un précédent accouchement, voire jamais autre chose, a souvent, mais c'est peut-être pas ton cas, et puis ça n'est pas forcément justifié, mais souvent une sorte de culpabilité de ne pas avoir su accoucher par voie basse. Et le fait de s'offrir un accouchement vaginal après césarienne, c'est un peu une renaissance pour la femme. Donc mon job, c'est de te fournir les informations et tout ce qu'il faut pour nourrir cette confiance et comprendre que ça n'est pas un choix foufou et aller au bout de ton projet, toujours dans la limite de ta sécurité et de celle de ton bébé. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais en dehors de cas pathologiques, et là moi je sors du jeu, je suis spécialiste de la physiologie, mais je sais reconnaître la limite avec la pathologie, il est le plus souvent formidable et plutôt une bonne idée de faire un AVAC. Donc officiellement, il y a des maternités qui disent soutenir, favoriser l'accouchement vaginal après une césarienne. Donc au CHU de Nantes notamment, on favorise l'accouchement vaginal après une césarienne. Après deux, ça ne change rien sur les risques, mais sur les réactions de l'équipe, ça change beaucoup. Donc l'idéal, c'est quand même d'échapper dans la mesure du possible à la césarienne, la première, la deuxième encore plus, et la troisième. Et là, j'ouvre un peu le champ parce que en France, une naissance sur 5 se fait par césarienne. Un accouchement sur 3 est déclenché artificiellement. Et parmi les césariennes, 1 sur 5 est la conséquence directe d'un déclenchement. Donc j'attire ton attention là-dessus, quelle que soit ton histoire, ton chemin, là où tu en es. Le déclenchement, c'est vraiment une plaie, une épidémie. Michel Audin parle d'épidémie de déclenchement, c'est infernal. Tout ça aussi à cause de l'étude French Rive qui tente à montrer que le risque de césarienne diminue si on déclenche tout le monde à 39. C'est absurde. Là encore, le biais de Panel, évidemment en se basant sur des accouchements médicalisés, peut-être que ça tient la route, mais pour les femmes qui veulent de la physiologie, c'est une aberration. Donc, si tu souhaites simplement accoucher peinard, sans qu'on t'ennuie, sans produit, tranquille, vertical en mouvement, en buvant à ta soif, en mangeant à ta faim, avec ton chéri qui t'aide, tu te suspends à son cou et puis tu bouges, voilà, hein, un accouchement, quoi, hein, c'est ça, une naissance, une renaissance. Eh bien, il faut que tu sois informé pour avoir confiance en toi et être capable de dire, bah, en fait, là, non, ça c'est vous, c'est votre idée, mais moi, c'est non et c'est moi qui décide. Voilà. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien, alors je ne sais pas où, en bas, en haut, le lien en haut de la page aussi qui va te montrer le chemin vers l'ensemble de mon travail. Donc, il y a le documentaire Faut pas pousser, ça c'est, si tu ne l'as pas vu, c'est la base de la base. Et puis ensuite, sur Kaizen Nina, l'espace d'information, énormément de programmes, donc notamment là tu vas avoir le chemin vers
vers des conditions particulièrement chouettes pour t'offrir le kit AVAC. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Un programme complet sur le déclenchement, un programme sur la présentation par le siège, un programme sur la jaunisse, sur le streptocoque B, enfin, il y a tout un tas de choses. Donc, je te laisse découvrir tout ça. Et la possibilité aussi, si tu penses que je peux t'aider, ce que je fais avec beaucoup de plaisir et de passion, de prendre un rendez-vous en tête-à-tête avec moi ou en tête-à-tête avec Chérie pour désamorcer les peurs, pour répondre à des questions techniques et pour vous aider, t'aider à faire des choix sans bien sûr se mettre en danger. Donc pour ces rendez-vous-là, moi si j'ai besoin, j'ai mes pros, mes vrais pros pas loin à qui je pose des questions pour bien sûr ne jamais dire de bêtises et ne jamais inciter à prendre des risques inutiles, mais à toujours aller au max de la physiologie en restant en sécurité. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a apporté plein de choses et donc je te laisse regarder un peu autour ce qu'il y a, le lien en haut, le lien en bas. Voilà, cliquer et aller t'offrir tout ça. C'est vraiment un cadeau que tu te feras à toi, à ton bébé, à ton chéri, à ton allaitement, à ton accouchement, à ta vie de femme, de préparer tout ça et d'aller vers la physiologie. Ça vaut beaucoup, je crois, c'est ce qu'on me dit tous les jours. Et moi, je continue mon boulot et puis je te souhaite une belle grossesse, un bel accouchement et à bientôt peut-être. Ciao, c'était Lina.